Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Bonsoir à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour cette nouvelle édition du journal. Sans plus attendre, découvrons ensemble les titres de l'actualité. Tshisekedi mise sur la jeunesse pour bâtir l'avenir. Au stade Tata Raphaël, le chef de l'État appelle les jeunes à s'engager pour renforcer la sécurité et accélérer le développement du pays. Bunia, la criminalité urbaine s'intensifie en pleine période festive. Des habitants dénoncent une insécurité grandissante tandis que la police annonce des arrestations et renforce ses dispositifs. En vue du journal, Bruno Miteo, un regard académique sur la baisse de la production bovine. Le professeur de l'université de Lubumbashi explique les causes et propose des solutions pour relancer les secteurs. Bienvenue dans votre journal à la une. Aujourd'hui, le chef de l'État mise tout sur la jeunesse pour changer la donne. Félix Tshisekedi lance un appel vibrant. Les jeunes doivent s'engager pour renforcer la sécurité et bâtir le développement du pays. Samedi au stade Tata Raphaël à Kinshasa, le président a frappé fort avec un message clair. La jeunesse congolaise, c'est le moteur de l'avenir. Les détails avec Blaise dans Ndongala Mayanda. Cet échange a permis au chef de l'État de donner la parole aux jeunes et à exposer leurs différentes préoccupations sur des sujets aussi variés que l'emploi, l'entrepreneuriat, la lutte contre la précarité, le financement des projets et l'encadrement des start-up. Prenant la parole, Félix Tshisekedi a répondu sans détour à ces diverses questions des jeunes avant de lancer un appel à un engagement patriotique en ces temps difficiles où la RDC fait face à l'agression rwandaise. Devant plus de 3000 jeunes venus de toutes les provinces, le président de la République a déclaré, je cite, « C'est pour cette raison que j'ai dit que le patriotisme a quelque peu disparu dans ces pays. Mais il n'est pas trop tard. Notre population est majoritairement jeune et nous devons réinculquer cette valeur fondamentale du patriotisme dans notre jeunesse. C'est à ce prix que la nation sera sauvée dans les années à venir. » Fin de citation. L'échange entre le chef de l'État et la jeunesse congolaise relance ainsi les débats sur la situation réelle de cette catégorie sociale qui, à travers le pays, fait face à plusieurs fléaux, dont le chômage et diverses formes de justice sociale. Cette activité intervient un mois seulement après la table ronde nationale sur l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes. Et après l'appel du chef de l'État à la jeunesse, place à une autre urgence humanitaire. De centaines de milliers d'enfants et des familles sont contraints de fuir, cherchant refuge à l'intérieur de la RDC ou au-delà des frontières vers le Burundi et le Rwanda. Dans une déclaration rendue publique ce week-end, l'UNICEF appelle toutes les parties à protéger les enfants et à respecter leurs obligations en vertu du droit international humanitaire et de la Convention relative aux droits de l'enfant. Pour l'organisation, les enfants ne doivent jamais payer le prix du conflit. Les détails avec Jean Gandou. D'après cette agence onusienne, des centaines de personnes ont été tuées depuis le 2 décembre et des graves violations des droits de l'enfant ont également été signalées, notamment la mort de 4 élèves, 6 autres blessés, ainsi que des attaques contre au moins 7 écoles dont des salles de classe ont été endommagées ou détruites. Alors que les familles fuient, les enfants font face à des risques aigus de protection, notamment la séparation des familles, l'exposition à la violence, l'exploitation, la violence basée sur le genre et la détresse psychosociale. Un afflux soudain des personnes fuyant la violence a été enregistré au Burundi. Entre le 6 et le 11 décembre, plus de 50 000 nouveaux arrivants ont été identifiés, dont près de la moitié sont des enfants. De nombreux arrivants présentent des blessures liées au conflit. On compte également des enfants non accompagnés ou séparés, tandis que les femmes sont exposées à des risques accrus. Enfin, l'UNICEF rassure qu'il travaille avec les autorités nationales et les partenaires en RDC et au Burundi pour mobiliser une réponse humanitaire urgente et centrée sur l'enfant tout en se coordonnant étroitement avec d'autres agences et
partenaires de l'ONU afin d'assurer des évaluations rapides et une augmentation de l'aide dès que les conditions de sécurité les permettront, conclut l'UNICEF. La situation humanitaire au Sud Kivu prend un nouveau tournant. Médecins sans frontières annonce la fin immédiate de ces activités d'urgence à Baraka. Initialement prévu pour fin janvier, ce retrait a été accéléré par la montée des tensions sécuritaires dans la région. Que s'est-il passé? Quel impact pour les populations? Les détails avec Askan Zibia Tayoro. Face à l'intensification des combats à la suite de l'avancée du groupe armé M23 et à sa prise de la ville d'Ouvira, située à seulement une centaine de kilomètres de Baraka, MSF a jugé bon d'évacuer ses équipes de la ville. Les activités médicales à l'hôpital général de Baraka ainsi que dans 3 centres de santé sont terminées, indique cette ONG internationale. Entre août et décembre, les équipes de MSF à Baraka ont pris en charge plus de 25 000 personnes atteintes de paludisme. Et en pleine saison de pluie, la situation reste critique. Nous atteignons le pic de la saison du paludisme et nous sommes inquiets car nous ne pouvons pas apporter les soutiens nécessaires à la population, déclare Thornberg, chef de programme au Sud Kivu. Entre septembre et octobre, MSF avait aussi traité 652 patients atteints du choléra et était parvenu à contrôler l'épidémie. À Bunyakiri, le récent affrontement dans le parc national de Kaouzi entre le M23 et l'armée congolaise alliée au Wazalendo ont déjà provoqué l'évacuation partielle des équipes de MSF. Mais l'ensemble des activités médicales de l'organisation dans l'hôpital général de référence de Bunyakiri, le centre hospitalier de Pital et plusieurs centres de santé restent assurés, conclut son communiqué. Nord Kivu alerte déplacement massif depuis 4 jours. Les habitants de Katekou et de localités voisines dans le groupement Ikobo, territoire de Walikale, fuient leur foyer. Pourquoi les rebelles de la FC M23 imposent ce mouvement évoquant des raisons sécuritaires? La société civile de Walikale dénonce une violation grave de droits humains, tandis que de sources sécuritaires évoquent des attaques répétées des miliciens Wazalendo comme motif. Mais pour la société civile, cette relocalisation forcée plonge les habitants dans une vulnérabilité accrue, loin de leurs champs et de leurs moyens de subsistance. Les explications avec Fiston Missona, joint par Radio Kapi. Nous venons ici pour dénoncer le manœuvre du M23 qui ont sommé la population de Katekou, dans le groupement Ikobo, en secteur de Wanyanga, territoire de Walikale, de quitter leur village. Et à cela, nous constatons que c'est une violation qui continue à être enregistrée. On se rappelle encore bien que dans le village de Bombi, ils avaient fait encore cette situation. Et puis après, nous avions enregistré le cas des assassinats, les cas de massacres et de tueries de plus de 20 civils de ces côtés-là parce qu'ils avaient refusé de quitter leur village. C'est pourquoi cette situation risquerait d'enregistrer les dégâts collatéraux, notamment sur le plan éducationnel et sur le plan sanitaire, parce que lorsque vous forcez à une population de quitter leur village, subitement, forcément et directement, comme conséquence, il y aura rupture sur le plan éducationnel auprès des enfants, sur le plan sanitaire auprès de ces enfants, mais aussi à toute cette population qui serait dans ces entités de Katekou et ses environs. À Kinshasa, cap sur la paix, le Conseil interreligieux congolais salue le processus de Washington et de Doha et appelle à un dialogue sincère entre les acteurs politiques, sociopolitiques congolais. Samedi, lors de la présentation du cadre de coordination des partenariats pour la paix et la sécurité en RDC, son coordonnateur, l'archevêque Dodo Nkamba, a insisté sur l'engagement des Congolais pour la cohésion et l'unité nationale. Écoutons ces propos recueillis par Blaise Ndongala Mayanda. Nous avons d'abord salué les accords qui ont été signés à Washington entre la RDC et le Rwanda. Nous espérons à une paix durable. Malheureusement, nous constatons que ces actes ont repris. Pensons à Walum, à Uvira, où il y a encore des tueries. Ça nous dérange énormément. Et là, nous appelons aux acteurs, nous appelons aux signataires de pouvoir respecter, n'est-ce pas, leurs engagements. Nous pensons que ça devrait être une voie qui pourra apaiser toute la tension dans la sous-région. Et en ce qui concerne la RDC elle-même, à l'interne, nous disons que le dialogue entre Congolais est une très bonne résolution, mais nous pensons qu'il faudrait qu'il y ait
une commission qui soit mise en place, que nous appelons Vérité et Réconciliation. Une commission qui fera le travail de rapprocher les différents acteurs au conflit. Ce cadre vise à mobiliser le partenaire technique et financier pour contribuer à l'amélioration du bien-être social des Congolais. Bunia, sous tension à cette période festive, la criminalité urbaine explose dans plusieurs quartiers de la ville. Des habitants victimes d'attaques des bandits armés dénoncent une insécurité grandissante. Que fait la police? Elle affirme avoir renforcé ses dispositifs et annonce l'arrestation de plusieurs présumés criminels. Un papier de Isaac Remoyope rendu par Jude Mister Bilanda. Des coups de feu sont régulièrement entendus la nuit dans certains quartiers de la ville de Bunia. Selon des sources sécuritaires, ces tirs proviennent de bandits armés lors des tentatives de vol ou d'échange de tirs avec les patrouilles de la police. Une situation qui plonge la population dans la psychose, notamment en raison de la circulation incontrôlée d'armes. Plusieurs habitants affirment être quotidiennement dépouillés de leurs biens par des hommes armés qui s'introduisent dans leur domicile. D'autres témoignages indiquent que certains criminels se font passer pour des clients avant de braquer des taximens, surtout la nuit, pour leur ravir leur moto. Malgré cette insécurité persistante, aucun cas de meurtre n'a encore été officiellement enregistré, indiquent des sources locales. Toutefois, la population appelle les autorités à renforcer davantage la sécurité, surtout en cette période de fin d'année où les taux de criminalité tend à augmenter. Les commandants de la police de la ville de Bunia rassurent que des mesures ont été déjà prises. Les patrouilles nocturnes ont été intensifiées et les effectifs de la police renforcés par l'unité Tigre des FRDC qui procède également au contrôle des véhicules pendant la nuit. Le colonel Abili Mwanga précise que plusieurs criminels ont été appréhendés à la suite d'échanges de tirs avec les forces de l'ordre. Il appelle la population à la vigilance et à une collaboration étroite avec les services de sécurité, notamment en dénonçant toute personne suspecte. Insécurité à Matadi, Nsakala Nsimba sous le choc. Dans la nuit de jeudi à vendredi, plusieurs ménages du quartier Nsakala Nsimba dans la commune de Nzanza ont été la cible des malfrats. Les habitants excédés par cette recrudescence de la criminalité appellent les autorités urbaines à renforcer les dispositifs sécuritaires pour protéger la population. Reportage signé Nana Plurish-Mambou. D'après les premiers témoignages recueillis, les bandits seraient venus du quartier Lieutenant Paka, dans la même commune réputée pour être un point de refuge ou de départ de certains groupes de délinquants. Les habitants affirment avoir entendu du bruit et constaté un mode opératoire quasi simultané dans plusieurs avenues, laissant penser à une opération planifiée. Ces visites nocturnes ont fait plusieurs victimes, comme l'affirme le chef de cellule salutiste Emmanuel Wayala. Au-delà des 22 heures, on n'avait plus sommeil. On était visité évidemment. Oui, ça c'est vrai, il y avait des victimes, entre autres un petit de quartier qui était brièvement blessé au bras. Face à cette recrudescence d'actes d'incivisme, les familles touchées appellent les autorités compétentes et les services de sécurité à renforcer les patrouilles nocturnes, installer l'éclairage public. Certains résidents envisagent même de réactiver la brigade de vigilance communautaire pour pallier l'absence de services de sécurité. La population de Sakalansimba dit vivre désormais dans la peur et espère une réaction urgente des autorités afin de restaurer un climat de sécurité dans les quartiers, surtout en ces mois de festivités. Matadi, Nana Plurish-Mambou, Radio Okapi. Maniema, colère des enseignants dans le territoire de Kailo, particulièrement sur l'axe Nyoka. Les enseignants réclament le paiement de 3 mois de salaires impayés, octobre, novembre et décembre. Selon leur délégué syndical, cette situation les empêche de subvenir aux besoins de leur famille, surtout en cette période des fêtes. Stéphane Misenga Chamilungu plaide pour l'implication urgente des autorités afin qu'une solution soit trouvée. Il est au micro de Florence Kizalunga. Juste pour venir montrer l'indignation des enseignants des territoires de Kailo en général et en particulier Axe Nyoka et ses environs. Nous réalisons 3 mois sans être payés par l'agent Air Caritas. Il s'agit des mois d'octobre, novembre et décembre. Les enseignants ne savent pas comment ils doivent festoyer avec leur famille à la fin de l'année. C'est pourquoi nous lançons maintenant
un cri aux autorités de nous venir en aide pour l'agent Père Caritas et l'IFOD qui puisse nous payer notre argent au temps propice. La situation nous handicape beaucoup plus, nous de l'intérieur. Il y a de nos enfants qui étudient à la ville, mais ils sont chassés parce que nous ne sommes pas encore payés, nous les enseignants de l'intérieur. Et aussi, le salaire a un caractère alimentaire. Imaginez quand vous avez 3 mois sans être payé, comment est-ce que vous allez vivre? Comment nous allons maintenant faire soigner nos enfants quand ils tombent malades? Nous recourons toujours aux banques Lambert, chose qui ne peut pas se faire pour un agent ou fonctionnaire de l'État. C'est pourquoi, avant que le pire n'arrive, nous demandons aux autorités d'intervenir rapidement. Actualité internationale. Australie, drame à Sydney. Une fusillade meurtrière a visé la communauté juive ce dimanche sur la célèbre plage de Bondi. Selon la police australienne, au moins 11 personnes ont perdu la vie lors de cette attaque qualifiée de terroriste. Les autorités indiquent que l'un des 2 assaillants a été abattu, tandis que le second, grièvement blessé, a été interpellé. L'attaque s'est produite alors que la communauté juive célébrait le premier jour d'Hanouka. Le Premier ministre Anthony Albanese a dénoncé un acte choquant et bouleversant. D'après des témoins, 2 hommes vêtus de noir et armés de fusils semi-automatiques ont ouvert le feu sur la plage, bondée de touristes, nageurs et sulfeurs. Le bilan est lourd, au moins donc 11 morts comme indiqué précédemment, dont un tireur et 29 blessés parmi lesquels 2 policiers. La police assure qu'il n'y a plus de menaces actives, mais appelle la population à éviter la zone. L'invité. Notre invité du jour, le professeur Bruno Miteo Nyenge, chercheur à la faculté de médecine vétérinaire de l'université de Lubumbashi. Il tire la sonnette d'alarme. La production bovine baisse depuis plusieurs années en RDC. Pour lui, l'État doit s'impliquer davantage afin de relancer ce secteur vital pour le bien-être des populations. Une position exprimée en marge de la soutenance de sa thèse ce samedi à Lubumbashi. Il en parle au micro de Paulin Monanga. Professeur Bruno Miteo Nyenge, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui justifie le choix du titre de votre thèse, déterminant de l'efficacité des services publics de production et de santé bovine en RDC de 1990 en 2023, défis et perspectives? Je crois qu'il faut dire que les déterminants sont des facteurs impact qui influencent positivement ou négativement l'efficacité des services de production et de santé bovine dans notre pays. Il faut dire aussi que le choix de ces sujets est dû à l'importance de bovins. Le bovin constitue en réalité dans notre pays, République démocratique du Congo, une composante essentielle de l'économie de notre pays, mais aussi du développement et de la sécurité alimentaire. Même depuis l'époque de l'indépendance, nous assistons à une baisse continue de la production bovine. Et je me suis dit, il faut que je m'intéresse à cela. Sur le plan personnel, c'est d'abord parce que je dois pouvoir valoriser ma carrière professionnelle. Sur le plan de la recherche scientifique, il est question de savoir qu'il n'y a aucun développement qui peut se faire dans aucun pays du monde si la science et la recherche ne s'y mêlent pas. Cheikh Anta Diop avait dit, sans science ni recherche, eh bien, le développement, c'est un mirage. C'est ce qui a pu justifier le choix de ces sujets, à savoir des déterminants de l'efficacité des services publics de la santé et production bovine. Quelles sont les recommandations que vous formulez en rapport avec votre travail? Les recommandations sont liées essentiellement aux résultats auxquels on est arrivé. On est arrivé à quoi? On est arrivé à ceci, à savoir sur le plan de la disponibilité de ressources. Entendez par là ressources humaines, ressources financières, ressources naturelles, ressources matérielles. Et bien sur ce plan, il faudrait que l'État congolais mobilise de ressources au profit du secteur de l'élevage bovin. La deuxième recommandation, c'est lié pratiquement au système de santé des animaux. S'il n'y a pas une épidémiosurveillance, je veux dire, s'il n'y a pas un œil vigilant sur
la prévention des maladies, ce qu'on appelle la prophylaxie, s'il n'y a pas un œil sur l'hygiène, eh bien, nous courons un très grand risque d'une grande contagiosité des maladies des animaux aux hommes et vice-versa. C'est pour ça que nous avons beaucoup insisté sur l'implication de notre gouvernement dans le cadre des zoonoses, maladies communes aux animaux et aux hommes. Et vous le savez, plus de 75% de maladies dont souffre l'homme sont d'origine animale. Les grandes maladies qui affectent l'homme, je pense à la rage, à la brucellose et à d'autres maladies. Pour un citoyen lambda, quel est l'apport de votre travail dans la vie courante? L'apport, c'est en rapport avec l'attente de ces citoyens, l'attente de cet homme des rues, l'attente de la population. Mais quelle est son attente? Son attente est en fait c'est de pouvoir couvrir ses besoins en protéines d'origine animale. Or, il faut les lui procurer. Jusqu'à présent, je ne dis pas que ça date d'hier, ça date de longtemps, eh bien, il n'y a que 10% de besoins en protéines d'origine animale qui sont couverts. Et le reste, 90% viennent d'où? Viennent d'autres ressources sauvages, importation, etc. Et donc, l'homme de la rue, la population, les éleveurs, les acteurs, les professionnels, les chercheurs, eh bien, ils veulent bien voir une amélioration, une redynamisation de ces secteurs. Et ces secteurs, cette redynamisation ne peut que passer par le schéma que j'ai pu proposer. C'est quel schéma exactement, professeur? La mobilisation de ressources en premier lieu qu'il faut affecter à l'appui institutionnel et de l'autre côté, il faut que cette mobilisation puisse en réalité être dotée sur les infrastructures de l'élevage. Cela va, si le personnel sur le plan institutionnel renforcé, eh bien, s'il a des capacités, il va avoir un œil vigilant sur l'épidémiosurveillance, sur les maladies qui peuvent surgir, comment il faut pouvoir les gérer. Mais aussi, ce personnel va faire en sorte que les habitudes, les pratiques culturelles dans nos milieux, dans l'élevage traditionnel, eh bien que cela soit amélioré sur le plan de la recherche scientifique. Je voulais terminer par dire que la concurrence déloyale que nous vivons aujourd'hui par des importations, par des fraudes, par des pratiques illégales, eh bien cette concurrence déloyale ne peut que être diminuée si le système est bien bouclé. Professeur Bruno Miteyo Nyenge, merci. Je vous remercie. C'était notre invité du jour, le professeur Bruno Miteyo Nyenge de la faculté de médecine vétérinaire de l'université de Lubumbashi. Il a tiré la sonnette d'alarme sur la baisse de la production bovine en RDC et plaidé pour une implication forte de l'État afin de relancer ces secteurs vitaux. C'est ainsi que se termine notre édition d'aujourd'hui, mise en onde par Pierre Diassinois, la coordination par Jude Mister Bilanda et la présentation par Gisèle Cage. N'oubliez pas de nous suivre sur nos réseaux sociaux et de consulter notre site www.radiocapi.net pour rester informé en temps réel. Nous vous remercions de votre présence et votre intérêt. Nous vous retrouvons donc très prochainement sur la même fréquence. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.